Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames les rapporteurs, j'ai l'honneur de défendre devant vous cet après-midi, au nom du groupe Les Républicains, lors de cette nouvelle lecture, une motion de renvoi en commission de ce projet de loi si particulier sur la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors, si les motions sont quelquefois utilisées comme des manœuvres dilatoires ou des occasions de disposer d'un temps de parole supplémentaire pour les oppositions, la proposition de renvoi en commission que nous défendons devant vous cet après-midi est d'une nature bien différente. Je vais essayer de vous en apporter la preuve. En effet, pour assurer la concorde nationale dont nous pensons qu'elle est hautement souhaitable s'agissant de Notre-Dame de Paris, il nous faut pouvoir retravailler le présent projet de loi en commission. En effet, le texte dont vous nous proposez cette deuxième lecture cet après-midi et dont vous nous avez dit, Monsieur le Ministre, qu'il allait connaître des propositions de modification substantielles, si j'en crois vos propos tout à l'heure, n'est pas encore tout à fait parvenu, de notre point de vue, à l'équilibre, un équilibre que nous jugeons souhaitable entre, en gros, le rêvé et le possible, un équilibre qui n'est pas encore abouti, notamment parce qu'il ne tient pas suffisamment en compte, ne prend pas suffisamment en compte les débats très importants qui ont traversé notre pays depuis cette funeste nuit du 15 avril. Notre-Dame de Paris, qui est cette mémoire de pierre au cœur de l'île de la Cité, tout autant que le lieu vivant du culte des chrétiens, est fragile. Il y a tout d'abord la fragilité de l'édifice lui-même, que nous avons pu constater lors d'une toute récente visite du bureau de la Commission des affaires culturelles le 5 juin dernier, situation de fragilité qui nous a été confirmée lors de l'audition de M. Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques en charge de la cathédrale, devant le groupe d'études patrimoine que j'ai l'occasion de coprésider avec notre collègue Raphaël Gérard. Cette situation de fragilité a été accentuée par de récents événements climatiques, comme par exemple la tempête qui a sévi il y a quelques semaines sur la capitale. La voûte de la cathédrale, par exemple, est loin d'être consolidée et le travail de sécurisation et de consolidation à mener est encore immense. Grâce à l'extraordinaire professionnalisme et au très grand courage de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dont il nous faut toujours et encore souligner à quel point notre reconnaissance est énorme, l'essentiel de la cathédrale, et notamment ses deux tours, a été préservé, de même que la très grande majorité des œuvres inestimables qui étaient à l'intérieur de celle-ci. Fragilisée mais debout, la cathédrale Notre-Dame de Paris doit être conservée et restaurée, et non pas reconstruite. C'est une différence sémantique sur laquelle nous avions beaucoup insisté lors de la première lecture. Cette œuvre des siècles nous dépasse. Si nous souhaitons participer à sa restauration, à son embellissement, cela ne doit être fait, de notre point de vue, qu'avec prudence, précaution et beaucoup d'humilité, tant il serait illusoire d'encercler ce joyau de l'art gothique religieux, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans des gestes contemporains à la mode forcément fugace. C'est pour cela que nous porterons, les Républicains, dans les débats à venir, sur l'idée d'une restauration à l'identique, un amendement précisant que les travaux de restauration devront restituer le monument dans le dernier état visuel connu avant le sinistre, reprenant en cela la rédaction proposée par nos collègues sénateurs et qui nous semble fidèle à l'esprit et à la lettre de la Charte de Venise. La fragilité matérielle de la cathédrale Notre-Dame de Paris a heureusement déclenché immédiatement une réponse opérationnelle grâce à la très grande réactivité et au très grand savoir-faire, absolument remarquable d'ailleurs, des nombreuses entreprises sollicitées qui d'ailleurs pour la plupart s'étaient spontanément proposées sous le régime de l'urgence, avec notamment ces facilités de dérogation dues à l'urgence par rapport aux règles des marchés publics déjà
permise par l'ordonnance 2015-899. Par ailleurs, l'élan de générosité très important apparu partout en France, mais également au-delà de nos frontières, a fait affluer de très nombreuses promesses de dons. Sur les dispositions que contient le projet de loi relative à la souscription, malgré un léger désaccord sur la date à laquelle la dite souscription nationale, à notre avis, devrait commencer, nous sommes favorables à ce que la solidarité puisse s'exprimer et être encouragée par des dispositions fiscales adaptées. L'attachement des Français à leur patrimoine est réel. Le loto du patrimoine, souvenons-nous, en tout cas sa première édition avait été un succès, même si nous avions eu il y a quelques mois un petit débat sur la part des taxes que l'État, dans un premier temps, avait refusé d'affecter à l'objet même du jeu. Il serait d'ailleurs pertinent, de notre point de vue, d'intensifier nos réflexions sur les moyens de soutenir durablement cet engouement des Français pour le patrimoine, y compris le patrimoine religieux de notre pays, le secteur du patrimoine étant un secteur qui crée des emplois et qui attire chaque année des millions de touristes dans notre pays. Si aujourd'hui, ça a été évoqué précédemment, certains donateurs, et notamment certains grands donateurs, font montre de prudence et de retenue dans la finalisation de leur générosité, c'est, nous semble-t-il, peut-être aussi, en raison d'une autre fragilité qui est apparue depuis le début de l'examen de ce projet de loi d'exception, la fragilisation de l'esprit de concorde nationale qui a prévalu aux toutes premières heures de l'incendie. En effet, très tôt, des voix s'étaient élevées pour faire entendre une mise en garde sur les risques à vouloir restaurer trop rapidement Notre-Dame de Paris, une cathédrale dont la construction s'est étalée sur 182 ans. Je fais référence, bien sûr, à la tribune signée par plus de 1000 conservateurs, architectes, experts, professeurs, appartenant à de nombreux pays et qui s'intitulait « Monsieur le Président, ne dessaisissez pas les experts du patrimoine ». À la suite, de nombreux articles, des interviews, des positions et pétitions diverses sont interrogées sur la cohérence de la restauration par rapport au respect de la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite Charte de Venise. Dans le texte qui vient aujourd'hui en séance et qui est à ce stade, à l'heure où nous parlons du texte issu de la dernière réunion de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée, aucun apport du Sénat, aucune précision ni aucun complément venant des propositions que nous avions nous-mêmes, par exemple les Républicains portés ici en débat en première lecture, n'ont été retenus et donc ne sont venus totalement lever certaines des inquiétudes qui subsiste. L'échec de la CMP, fait rarissime s'agissant d'un texte dans le champ des affaires culturelles, aurait peut-être quand même dû appeler la majorité à une prise de conscience sur la nécessité de faire des compromis, des vrais compromis. Le passage en commission des affaires culturelles de l'Assemblée pour la deuxième lecture a été au fond une opération de détricotage de la quasi-totalité des avancées et des apports qui nous semblaient fort utiles et remarquables à bien des égards faits par nos collègues sénateurs. Ainsi, par exemple, en est-il de l'alinéa 2 de l'article 2 supprimé alors que cet alinéa venait préciser utilement ce que le mot « conservation » entendait. De même, à l'article 3, où il a été supprimé, la rédaction apportée par le Sénat s'agissant des dispositions de conventionnement avec les fondations qui s'étaient immédiatement mobilisées. On a édulcoré et enlevé la possibilité d'avoir ces conventions en les remplaçant par une faculté beaucoup plus vague, éliminant au passage la mention du respect de l'intention des donateurs ou de l'objet du don. Sur ce point précis, nous souhaitons mettre en garde contre les risques juridiques auxquels nous pourrions être exposés au regard des articles L111-9 et suivants du Code des juridictions financières. C'est également en commission que nous pourrions souhaiter retravailler substantiellement l'article 7 qui encadre la gestion des fonds et les modalités de contrôle. Nous avions proposé, en effet, suivant cela les observations formulées par le Conseil d'État dans son avis, des mécanismes de plus grande transparence sur l'utilisation des dons reçus dans le cadre de la souscription nationale.
Cet objectif, nous semble-t-il, pourrait être mieux assuré par une audition tous les 6 mois devant les commissions parlementaires compétentes, commission des finances et commission des affaires culturelles. Nous pourrions également souhaiter un espace Internet unique et ouvert, disponible en plusieurs langues, pour apporter au monde entier des données relatives aux dons et à l'affectation des dons. Tous ces éléments-là, que nous avons à nouveau essayé de porter par voie d'amendement, ont été rejetés sans plus d'informations ni de précision que cela lors de l'examen en deuxième lecture par la commission des affaires culturelles. De même, sur l'article 8, nous aurions pu souhaiter revenir en commission sur des précisions quant à, par exemple, la nature administrative de l'établissement public, quant à la composition et le rôle précis du conseil scientifique prévu par cet article 8. De même, le fait que le conseil scientifique venant s'adosser à cet établissement public ne soit pas systématiquement et obligatoirement consulté sur les études et opérations de conservation et de restauration de la cathédrale ne peut que nous interroger. Et les raisons pour lesquelles un amendement en ce sens présenté en commission des affaires culturelles avait été rejeté n'ont pas été très clairement exprimées. Mais l'une des raisons essentielles pour lesquelles nous motivons cette motion de renvoi en commission est le dépôt fort tardif, nous avons appris ce dépôt hier lundi en toute fin d'après-midi, de 2 amendements du gouvernement réécrivant substantiellement les articles 8 et les articles 9. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir ces 2 amendements qui, à certains égards, en tout cas pour l'amendement réécrivant entièrement l'article 8, reprennent certaines des propositions, certains des points souhaités par plusieurs d'entre nous ou par plusieurs de nos collègues. Vous m'accorderez, chers collègues, que nous n'avons guère eu le temps de regarder et de travailler sérieusement et de manière collective en commission ces 2 amendements substantiels et que ce n'est pas la très rapide et très expéditive réunion de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée au titre de l'article 88, tout à l'heure à 14h45, qui a permis un vrai travail de commission. Rien que cela motive un vrai retour de ce texte en commission. C'est également sur l'article 9, là où se sont cristallisés, tant en première lecture à l'Assemblée nationale qu'en lecture au Sénat, l'essentiel de nos oppositions et l'essentiel de nos inquiétudes. J'ose le mot, sans vouloir être anxiogène. Il nous semble néanmoins utile de relayer les inquiétudes et les interrogations qui se sont fait jour dans de nombreux milieux. C'est également sur la réécriture totale de l'article 9, très controversé, que nous aurions pu souhaiter, une fois passé l'effet de surprise à la lecture de cet amendement, souhaiter en débattre en commission. Cette réécriture, ces volte-face, ces revirements, ces changements de pied, ces oscillations au sein de la majorité, au sein de l'exécutif, peut-être entre le gouvernement et l'exécutif, y a-t-il des choses qui nous échappent, sont en tout cas, nous semble-t-il, de nature à considérer qu'il y a eu beaucoup d'hésitations, beaucoup de tentatives de rétropédalage, une fois peut-être prise en compte la nature des oppositions et la nature des interrogations qui se sont fait jour ici, dans cet hémicycle, dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg et plus généralement dans beaucoup de cénacles autorisés. Alors, Monsieur le ministre, puisque par l'amendement réécrivant très complètement l'article 9 du présent projet de loi, vous semblez commencer à concéder que le recours à la procédure des ordonnances n'est en réalité pas un outil pertinent, n'est pas un outil idéal, un outil à tout le moins sur lequel il convient d'être circonspecte. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du chemin et ne pas reconnaître que c'est le principe même des dérogations qui est problématique et dangereux. Encore une fois, tout cela aurait mérité un débat approfondi en commission. Nous avons regretté de ne pas avoir pu avoir ce genre de débat et au sujet de ces 2 amendements-là et de manière générale sur l'ensemble du projet de loi en votre présence en commission. Encore une fois, le risque est réel, même s'il y a des avancées qui sont faites dans la réécriture de l'article 9,
même s'il y a des avancées réelles qui sont faites dans la réécriture de l'article 9, le risque est réel toujours d'être considéré de voir ce projet de loi être considéré comme un projet de loi d'exception dans lequel la responsabilité et l'exemplarité de l'État en matière de conservation et de restauration du patrimoine n'est plus tout à fait au rendez-vous. Tout cela est quand même toujours de nature à susciter de notre part beaucoup d'interrogations. Alors, chers collègues, encore une fois, le temps de la réflexion apaisée et approfondie devrait pouvoir nous être accordé. C'est la raison pour laquelle, comme le temps des cathédrales n'est pas celui des chaînes d'information en continu, des messages en 280 signes, etc., et que prendre le temps de la réflexion et de la respiration en démocratie comme en matière de préservation du patrimoine n'est jamais inutile, nous souhaitons ardemment que cette motion de renvoi en commission pour de la sagesse et de la réflexion puisse être votée. Je vous remercie. Merci.